Mais vous, j'ai déjà participé à la formation des médecins généralistes depuis, je crois, 2007, avec mon ami Gani. Aujourd'hui, on va vous parler un petit peu, c'était prévu qu'on allait discuter de l'éthique, la déontologie, parce qu'il y a des étudiants de première année, c'est un petit peu philosophique pour eux. Je vais vous proposer de parler un petit peu de ce qu'on veut de vous et de la réalité de la médecine algérienne. Les choses réelles. Sur le terrain, Allah Ibarak, nous avons en face l'un de nos meilleurs bacheliers. Vous êtes à la pyramide des résultats du bac pour cette année. Cette année aussi, elle coïncide avec un événement très important. C'est la nouvelle loi sanitaire. Monsieur le doyen Kalkoum, réforme en 71, loi sanitaire 85, nouvelle loi sanitaire 2018. Événement historique important. Et ça va être pour vous, pour les futures générations. Ce qu'on veut, nous, en réalité, vous, médecins algériens, c'est de former des médecins de bonne qualité. Des médecins humains. C'est vrai, la médecine est universelle, mais elle est en relation aussi avec l'environnement. On l'a dit, il y a une transition épidémiologique importante, certes. Les années 70, on ne connaît pas la violence, on ne connaît pas la toxicomanie, on ne connaissait pas le cancer, l'immigration clandestine, le suicide. C'était quelques cas. Mais maintenant, en 2018, en termes de santé publique, l'Algérie fait face maintenant à de nouveaux flux. Ce qu'on vous demande, bien sûr, c'est la maîtrise des connaissances. Je suis enseignant à la faculté aussi, je forme les magistrats. Le ministère de la Justice, quand même, il a fait un pas géant vis-à-vis de la santé. Ils ont réussi à informatiser toute la procédure judiciaire. Ils sont allés même jusqu'à la signature numérique. Pourquoi pas nous? Parfois, nos étudiants sont là à chercher l'examen, les résultats. Parfois, pire, ils n'assistent pas, ils désertent les amphis. Ils font une formation à distance. Croyez-moi et vous allez voir avec moi, la médecine, c'est sur le terrain. La médecine, elle s'apprend par osmose. La médecine, c'est du maître. C'est notre objectif. Qu'un jour, souvenez-vous, on est en 2018, un jour, Inch'Allah, vous allez être professeur en médecine. D'autres vont faire la médecine générale. Notre souhait, pourquoi pas, un jour, vous alliez faire la greffe cardiaque. Ce n'est pas interdit. Beaucoup de choses. On a organisé à la faculté de médecine d'Alger sur les histoires de greffe. Le véritable pouvoir actuellement, ce n'est pas le pouvoir de l'argent, c'est le pouvoir de la science. Nous n'arrivons pas quand même à maîtriser la technologie médicale. Nous avons commencé en matière de greffe de cornée, nous le maîtrisons très bien, greffe rénale, mais greffe hépatique, nous sommes en train d'avancer. Pourquoi pas un jour la greffe cardiaque? Par rapport à d'autres pays, maintenant au Canada, ils font la greffe multi-organes, cœur-poumon, foie, pancréas et d'autres greffes. Donc vous êtes tenu même légalement, autant qu'étudiant en médecine, autant que médecin généraliste, médecin spécialiste, hôpital universitaire, dont la nouvelle loi a l'obligation de perfectionner vos connaissances. L'UNESCO actuellement, elle définit quelqu'un d'illettré, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue, l'outil informatique. Nous, Algériens, à chaque congrès international, je suis membre d'une commission internationale à Genève, si quelqu'un qui ne maîtrise pas l'anglais, c'est quelqu'un d'illettré. C'est quelqu'un qui ne maîtrise pas l'outil informatique, l'outil de communication, de présentation, c'est quelqu'un d'illettré. Vous allez être sous-classé. Et plus grave, vous ne pouvez même pas montrer vos compétences. Donc on vous invite, vous êtes au stade embryonnaire de la médecine, au stade de Blastula, je crois. Malgré que vous avez commencé le 15 septembre, vous allez être en formation. Vous avez le droit et l'obligation d'une formation de qualité. Il y en a certains parmi vous, on discutait ce matin, qui ont repassé le bac 3 fois, même 4 fois. Nouveau phénomène chez nous. Pour faire médecine. Donc moralement, vous n'avez pas le droit quand même de
vous êtes médecin, vous êtes en train de former pour être médecin, de ne pas être à la hauteur. Le respect. On ne forme pas de bons médecins qui maîtrisent l'art médical. On veut former des gens qui respectent la dignité humaine, respectent son enseignant, respectent les institutions, respectent son pays, respectent aussi l'ensemble des dispositions juridiques. Vous allez voir, certes, les gens choisissent la médecine, certains disent pour le prestige, d'autres, la réalité économique, c'est vrai. J'ai mes élèves qui sont maintenant, ils ont des cliniques, ils gagnent très 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 bien leur vie. 20 fois plus qu'un professeur chef de service. Mais il y a aussi quelque chose de moral. Nous aidons l'être humain dans toutes ses souffrances. Et nous avons aussi cette capacité, cette liberté de décider. Si on se compare aux ingénieurs, aux architectes, aux administrateurs, ils n'ont pas cette liberté. La médecine, c'est vrai, ce n'est pas une science exacte, c'est une science qui n'est pas exacte, qui se développe rapidement. Nous avons cette liberté de penser, de proposer des diagnostics, mais quand même nous sommes tenus de respecter certaines règles, les dispositions pénales, comme tout citoyen, la nouvelle loi sanitaire, le code de la déontologie médicale, et bien sûr, il y a d'autres arrêtés et réglementations. Bien sûr aussi une conduite irréprochable. Il est inconcevable pour nous qu'un médecin, ou un étudiant en médecine, ou un médecin spécialiste en CEBO, la nouvelle transition, c'est la liberté des médias. Avant ce phénomène, on avait 2 journaux. Monsieur le doyen, on avait Algérie Actualité, Moudjahed, maintenant, une seule chaîne. Maintenant, tout événement médical, tout scandale, c'est à la minute près. Donc il faut faire attention, malgré nous avons cette liberté de penser, d'agir, mais vous êtes tenus de respecter l'ensemble des procédures et une conduite irréprochable et aussi exemplaire. Bien sûr, il faut avoir l'espoir. Troisième grand problème chez les étudiants chez nous, et en tête en médecine, c'est d'aller vers d'autres cieux. Quitter son pays. Quitter son pays, pour nous, croyez-moi, je suis enseignant, ça fait maintenant 18 ans, donc je vois on forme un médecin spécialiste pour qu'il aille travailler infirmier en France, c'est la déchéance pour nous. Ou bien on forme un dentiste, aide-soignant, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Quand même, quelqu'un qui a fait bac plus une dizaine d'années d'études supérieures, il y a cette dignité. Nous voulons qu'un jour, vous donnez toujours l'espoir d'être aux pyramides de la hiérarchie médicale, c'est être un jour, Inch'Allah, professeur en médecine. Je vous ai dit, il y a des dispositions légales. Nous sommes en train de vous former, vous allez être, Inch'Allah, des internes, vous allez passer un concours, vous avez des résidents, donc il faut connaître aussi l'organisation d'un système de santé. En Algérie, on a le secteur public, gros moyens, les dispensaires, les polycliniques, les EPH, les EHS, les CHU. Nous avons 13 facultés de médecine, 15 CHU, un nombre important et impressionnant de médecins, donc l'arsenal juridique est là. Nous avons le code de la déontologie médicale qui régit. Lorsque vous allez travailler, il y a ce concept nouveau. La médecine n'est plus une médecine individuelle, c'est une médecine de groupe. Élément nouveau, les 5 dernières années. Avant, les infirmiers, c'était des gens qui échouaient. Il n'y avait pas le bac. Maintenant, il y a des infirmiers avec une moyenne de bac de 14,5. Donc l'apparition, le système LMD, c'est des licenciés. En soins infirmiers, nous avons des corps importants, les AMAR, les auxiliaires en anesthésie et réanimation, les instrumentistes, les kinés, les sages-femmes, et pourquoi pas d'autres spécialités, les manipulateurs radio. Tous ces gens-là, c'est des universitaires qui ont suivi des formations de licence. Donc vous êtes tenus de travailler en groupe. Et vous allez voir, en Algérie avant, il n'y avait que des cliniques, des cabinets privés, individuels.
Maintenant, il y a l'avènement des cliniques, des cabinets de groupe et des projets même des hôpitaux privés. Ça va être, c'est le futur, c'est vous que vous allez travailler dans ces structures. Aussi, en code de déontologie, vous êtes tenu de respecter les autres corps, les autres collègues. La semaine passée, j'ai entendu un ministre parler. Pour lui, le taux d'absentéisme, il a dépassé la ligne rouge. La première cause, le passé de l'hakim vers l'accusé, c'est les médecins. C'est les certificats de complaisance. C'est les faux arrêts de travail. Malgré, juridiquement, si vous donnez un faux arrêt de travail, c'est une infraction pénale, c'est un faux. On ne va pas vous former quand même pendant des années pour participer à une politique destructrice d'un pays. Il y a aussi le code pénal, il y a le code civil, je vous dis, il y a la loi sanitaire. Je vous invite à la voir, vous aurez un enseignement aussi sur la loi sanitaire. Vous travaillez avec d'autres corps. Parfois, vous êtes sollicité, c'est vrai, par la population, et parfois, il y a des services de sécurité qui peuvent vous solliciter pour soigner, pour donner un avis, pour prendre en charge quelqu'un. Souvent, chez nos étudiants, nous avons remarqué que pour eux, la médecine, c'est soigner. Ordonnance, injection, etc. Faux. La médecine nouvelle, c'est prévenir, la prévention. C'est l'éducation sanitaire. Le soin, c'est à la fin. C'est le dépistage précoce, en utilisant toutes les nouvelles technologies, de l'information, de l'exploration. La médecine de demain, en France, dans les pays au Canada, les premiers postes, ce n'est pas le cardiologue ou l'ophtalmologue. C'est les spécialités là où ils font de la recherche scientifique, la vraie recherche scientifique. C'est la médecine moléculaire. La nouvelle thérapie actuellement, c'est les thérapies basé sur la génétique. Regardez le nouveau développement de la médecine. Chez nous, on a des indicateurs. Lorsqu'on voit que la population, mazal تروح عند الراقي, عند الguérisseur, avec des pratiques de la médecine parallèle, واحد يديروا les ventouses, واحد يديروا quelque chose de chaud, واحد يدير c'est un indicateur que le niveau de santé de ce pays, le corps médical ne joue plus son rôle. Ça, c'est important. On compte sur vous, justement pour humaniser et de développer le geste médical. Toute activité médicale, vous allez voir, vous allez travailler en groupe. Certains grands professeurs algériens qui travaillent à Paris et les responsables du SAMU, pour un malade, il y a 50 intervenants. Depuis le ramassage jusqu'au diététicien, jusqu'au psychologue, jusqu'au rééducateur. Chez eux, ils ont cette nouvelle notion, ce qu'on appelle les chances thérapeutiques. Quelle que soit votre pathologie, il y a cette notion de chance thérapeutique. Nous, médecins, parfois, nous sommes confrontés à des situations particulières, telles que les soins de fin de vie. Il y a des gens qui sont en tête de cancer. Chez nous, c'est la famille qui les prend en charge. Nos structures sanitaires sont vraiment dépassées. Nous recevons aussi des migrants, des Syriens, des Libyens, des Maliens, des Nigériens, des Chinois. Et nous sommes tenus, sur le plan déontologique et éthique, à respecter ces gens-là, à leur donner les mêmes traitements que nos concitoyens, à leur donner, à utiliser tous les moyens possibles. Pour les juges, vous allez voir après, nous sommes surveillés parfois dans nos activités médicales lorsqu'il y a scandale, lorsqu'il y a erreur, lorsqu'il y a faute. Pour les juges, pour eux, généralement le médecin c'est un hakim. Rarement il fait les choses volontairement. Souvent lorsqu'il y a des complications ou des incidents, il les fait souvent involontairement, soit par imprudence, ou parfois, c'est vrai, par négligence. Mais jamais ils ont soulevé le problème de l'incompétence. Pour eux, vous avez un diplôme, après 7 années d'études, on vous a bien formé, et vous êtes
juridiquement apte à prendre en charge les patients et à assurer vos fonctions de médecin. Je vous ai dit, la médecine, regardez, ne s'exerce plus à titre individuel. C'était une médecine de groupe. C'est fini la médecine individuelle. Même si vous êtes installé à titre privé, vous ne pouvez pas exercer toute seule. Il vous faut bien sûr l'avis d'autres confrères et il y a aussi l'avènement des nouvelles explorations. Monsieur le doyen des radiologues de formation, maintenant, il n'y a pas un médecin, on ne demande pas. Le nombre de demandes en radiologie, c'est incroyable. Qui a une incidence sur l'économie de la santé. D'où l'intérêt de la formation du médecin pour qu'il puisse demander les bons examens pour des caprices. C'est vrai, en médecine, en Algérie, nous exerçons dans des conditions un petit peu difficiles. C'est une réalité que personne ne le cache. Mais nous avons des indicateurs. Choléra, c'est un indicateur. Certaines maladies, le nombre de suicides, la violence, la mortalité. Par contre, les médias ne parlent pas de l'autre côté. La mortalité néonatale. Avant, elle atteignait 40%. C'est-à-dire sur chaque 100 naissances, 40 nouveau-nés décédés autour de, justement, de 0 à 30 jours. Maintenant, le haqna, c'est bien. On est à peu près jusqu'à 9 à 10. Mais de l'autre côté, il y a l'avènement d'autres fléaux où nous devons nous préparer. Nouveau concept aussi, il y a la victimologie. Il y a des organisations internationales. Vous ne pouvez pas exercer votre métier, soit dans le secteur public ou privé, et vous ne respectez pas les dispositions juridiques internationales. Votre pays, chaque année, il ratifie des conventions des droits de l'homme, des conventions concernant, par exemple, pour l'éthique. L'éthique, avant, c'était de la philosophie, mais depuis le procès de Nuremberg, lorsque l'humanité a jugé les médecins nazis pour tout ce qu'ils ont fait contre l'humanité, c'est là qu'il y a cette nouvelle réflexion. En Algérie, il y a des instances internationales qui viennent visiter nos prisons, nos hôpitaux. Le monde, ils suivent. Donc le médecin est tenu de respecter la dignité humaine et de respecter l'ensemble des dispositions juridiques nationales et internationales. Je vous ai dit, parfois pour un malade, regardez. Peut-être parmi vous, il y en a ceux qui vont faire l'anesthésie, d'autres chirurgiens, d'autres réanimateurs, radiologues, anapathes. Pour un malade, la médecine nouvelle, on a besoin de plusieurs avis spécialisés. Mais avis spécialisés de bonne qualité. Parfois, on a des erreurs flagrantes. Il suffit que l'anapathe hurlote, ou bien il ne fait pas son travail sérieusement, il ne respecte pas la méthodologie, il peut nous induire en erreur. Il pourrait induire gravement en erreur le chirurgien. Est-ce que vous acceptez qu'une femme, on lui enlève son sein, en fin de compte, c'était une tumeur bénigne? Ou bien quelqu'un lui ampute le membre inférieur pour erreur de diagnostic? D'où, ou bien le radiologue qui donne un mauvais diagnostic, ou bien le biologiste. D'où il y a cette notion, l'obligation de moyens en médecine. En médecine, mais qu'est-ce l'obligation de résultat? Il y a qu'en chirurgie esthétique, où il y a l'obligation de résultat, le reste, le médecin est tenu à l'obligation de moyens. Moyens humains et matériels. Et l'humain, justement, c'est la formation. On ne peut pas mettre dans une garde de pédiatrie ou en néonatologie un résident ou un assistant qui n'est pas prêt à prendre en charge des cas particuliers d'urgence. D'où le drame actuel. Beaucoup de gens transfèrent des malades
sans le respect de la dignité humaine, d'une ville à une autre. Est-ce que pour vous, il est inconcevable d'évacuer une patiente de Béchar par voiture pour un problème de TP? C'est pas normal. C'est un non-respect de la dignité humaine. C'est un petit problème. D'où l'intérêt, justement, de la formation spécialisée, soit localement ou à distance. Les juges, lorsqu'il y a des problèmes, ils demandent l'avis. Un juge n'est pas un médecin. Souvent, ils demandent l'avis à des experts. À des experts pour pouvoir qualifier. Vous vous souvenez l'année passée l'histoire de Djelfa, la femme, la médecin spécialiste qui a été emprisonnée pour non-assistance à personne en danger. Il y avait une femme enceinte. En fin de compte, le fond du problème, ils l'ont condamnée, ce n'est pas pour la non-assistance, elle a été condamnée parce qu'elle a déposé un faux arrêt de travail. Il est inconcevable. Pour nous, pour eux, vous êtes le hakim. Ça ne vient pas à l'esprit quelqu'un qui a fait de longues études de trafiquer un document. C'est un universitaire. Donc on vous invite, s'il vous plaît, future génération, à respecter la dignité humaine, à être prudent, à être mature, à être responsable, à être un vrai décideur, bien communiquer. Sur le terrain, nos collègues privés qui travaillent dans des cabinets privés, les meilleurs privés, c'est les gens qui communiquent bien. Ce n'est pas le meilleur médecin sur le plan pratique. Qu'ils ont cet art de communiquer. Mais quand même, nous devons être sérieux. On doit respecter la déontologie. C'est un médecin généraliste, il peut dépister le cancer, mais il ne pourra pas le prendre en charge. Il doit quand même l'orienter vers des structures spécialisées. Lorsqu'il y a des problèmes, nous sommes confrontés avec les autres corps. Les autres corps, c'est les universitaires comme nous. Les juges actuellement, pour pouvoir être magistrat, procureur, parce que j'enseigne à l'Institut de la magistrature, ils ont chaque année un concours de recrutement. Il y a 5000 candidats pour 300 postes. Et sur les 300 postes, eh bien, ils vont faire des études licence, plus 3 années d'études, avec des examens, avec tout un programme. Donc c'est des universitaires comme nous. Pour cette année, ils ont changé. Ils vont refaire le système du LMD. Ils vont créer des magistrats spécialistes. Donc ils vont se spécialiser parfois dans le domaine médical, dans les erreurs médicales, la responsabilité médicale, le droit maritime, etc. Donc entre nous, ce qui nous lie, généralement, il y a des dispositions juridiques. Donc le médecin, l'impunité médicale, elle n'existe pas. Croyez-moi, même si vous êtes un professeur reconnu à l'échelle nationale ou internationale, si vous commettez quelque chose de pénal, vous allez être poursuivi en justice. L'impunité n'existe pas. Quelques incidents. La médecine, je vous ai dit, ce n'est pas une science exacte. Il y a des incidents. Parmi les incidents, par exemple, violation de secret médical, et surtout vis-à-vis de la presse. Il est inadmissible qu'un médecin puisse donner des informations sur l'intimité des gens. Vous pouvez recevoir quelqu'un, vous le suivez, personne n'est au courant, c'est un schizophrène. Vous aurez une formation en médecine légale, on vous dira quelles seront les situations où il y a dérogation au secret médical professionnel. Ou bien l'expérimentation sur l'homme. Vous n'avez pas le droit de faire des expériences médicales sans passer par des institutions, sans passer par des autorisations et bien sûr sans le consentement de l'intéressé. L'homme, on va vous former, vous allez faire des stages pratiques, vous allez tourner dans les services, vous allez écouter les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, leurs secrets, et ben c'est beau Facebook. Vous lancez beau le quartier. Vous pouvez avoir des voisins, des membres de votre famille. On est obligé, s'il vous plaît, de respecter la dignité humaine et respecter l'intimité des gens. Plus grave, l'escroquerie, ou bien la tromperie, la falsification.
Et j'en passe bien sûr un médecin qui agresse, ou bien un médecin qui tient des propos obscènes, ou bien un médecin c'est beau en plein de ses fonctions en état d'ivresse, ou un médecin qui agresse sexuellement soit le personnel ou bien sa patiente. Il y a des dispositions, monsieur le doyen, là. Nous, chez un étudiant, puisse commettre de telles infractions, il risque la radiation à vie, il va être exclu des études médicales, surtout s'il est condamné pénalement, et même s'il a son diplôme, il va être radié par le Conseil de l'ordre et ne pourra plus exercer ce métier-là. Parfois, les choses se compliquent. En médecine, il y a des situations où il y a, lorsqu'il y a un incident, il y a l'intervention du radiologue, du réanimateur, du chirurgien, de l'infirmier, et il y a même l'organisation du service. Le message que vous transmettez, vous êtes des étudiants en médecine. Vous n'avez pas encore eu votre diplôme. Vous êtes des apprenants. Vous n'avez aucune responsabilité. Vous êtes là, en train de voir, d'écouter le maître, d'écouter votre chef de stage et d'apprendre. J'aimerais bien qu'un jour, on cible nos étudiants, ils ont tous leurs cours numérisés. Tout ce qu'ils ont vu chaque jour, ils les transcrivent sur leur ordinateur et à la fin, nous sommes en train monsieur le doyen, proposer des réformes, les mémoires de fin d'études. Avant, pour donner justement un diplôme de médecin, il y avait une véritable soutenance. Actuellement, il y a des rapports de stage, mais il y a des réformes dans ce sens-là. Beaucoup de gens se plaignent. Selon le ministère de la Justice, il y a des centaines de plaintes chaque année. Le premier responsable, c'est le corps médical. Négligence, défaut de surveillance, il quitte la garde, et j'en passe, des infections nosocomiales. Et j'en passe parfois par des erreurs graves. On ne peut pas opérer quelqu'un atteint d'une pathologie de l'oreille gauche, on va opérer l'autre oreille. Ça, c'est des choses impardonnables. Dans les pays qui se respectent, si vous passez à côté d'une péritonite, vous allez passer en direct, s'il y a décès, à 20 heures dans d'une grande chaîne télé. Les choses évoluent. Ces moments-là viendront un jour chez nous. Nahar, Chorouk, ils ne lâchent pas ça. La semaine passée, le nouveau-né de Parny. Et pourtant. Donc préparez-vous justement pour être à l'abri de ces histoires-là, de ces scandales qui peuvent arrêter votre carrière, quel que soit votre rang. Étudiant, résident, médecin spécialiste, chef de service, vous pouvez être confronté, le chef de service de Constantine, je me souviens de la gynéco, sa carrière s'est arrêtée suite à un événement qui a été largement médiatisé, qui a été vu par tous les pays du monde. Là où vous travaillez, maintenant le monde est devenu un village. Le choléra, croyez-moi, pas mal de pays ont instauré une visite obligatoire à l'entrée des frontières. C'est la faute à tout le monde. Ce n'est pas la faute à la population ou aux médecins. Toute la population, tout le peuple algérien est responsable parfois par d'événements qui peuvent toucher à la dignité des Algériens. Je vous ai dit, le médecin est tenu aussi de perfectionner ses connaissances. Avant l'anesthésie, c'était l'anesthésie générale. L'anesthésie s'est développée. Maintenant, la péridurale, par exemple, pour les accouchements. Avant, c'était les accouchements à domicile. Ni échographie, ni examen Holter, ni les bruits de photo, rien du tout. Maintenant, la médecine a s'est développée. On protège la maman, on protège l'enfant, et on essaie de lui donner des soins de haut niveau, qui nécessitent bien sûr
une maîtrise de la technologie, une maîtrise de l'acte. Et pour pouvoir maîtriser cet acte-là, c'est des efforts personnels. La médecine, ça s'apprend par osmose. Personne ne viendra vous chercher par la main. Elle venait apprendre. Ça n'existe pas même dans tous les pays du monde. Le terme résident. Le résident, on l'appelait résident pourquoi? Parce qu'il vivait dans l'hôpital. Il passait son temps dans l'hôpital. On leur donnait des chambres. Il faisait des gardes, une garde chaque 3 jours. Et gratuitement. C'est pour la formation. Je lui ai dit, normalement, si un patient vient, il se laisse faire, il vous donne toute la latitude de l'examiner, de le toucher, de faire certains gestes, normalement, تخلصوا. ماشي نديروا une grève تاع la garde. Nous, professeurs en médecine, chose qui nous a porté préjudice à nous. Vous êtes notre produit de formation. Si on fait une grève de la garde, ça veut dire le côté humain, le côté éthique et déontologique, on l'a bafoué. Donc la formation, et croyez-moi, c'est des chiffres officiels dans tous les concours européens. Les meilleurs classés, c'est des produits algériens. C'est les produits de la faculté de médecine d'Alger, de Bdjaïa, d'Oran, de Constantine. Donc il y a formation. Parmi les premiers, je dis sur 2000 candidats, sur les 10 premiers, c'est algériens. Ce n'est pas un hasard. Donc il y a une politique de formation, mais d'abord, Inch'Allah, que cette politique continue par vos efforts. Donc pour terminer, l'espoir est toujours là. Un médecin qui m'a dit le doigt, c'est le hakim. Il faut espérer. Vous pouvez être un jour, Inch'Allah, professeur en médecine. Vous pouvez maîtriser des technologies. Vous pouvez améliorer d'une manière significative votre cadre de vie et de votre famille et aussi de votre population. Donc c'est à vous de faire ces efforts-là. Informatique, anglais, maîtrise des moyens de communication et de recherche. Il y a aussi la recherche. Le statut donc c'est enseignant, hospitalo-universitaire, recherche. Si un universitaire qui ne fait pas de la recherche scientifique, il est déjà en retard de 3 paliers. Allez-y voir, dans des congrès arabes, les Tunisiens, ils parlent en anglais dans leur communication. Ce n'est plus les pays anglo-saxons. Même les Français eux-mêmes, ils font leur communication en anglais. Qu'en est-il chez nous encore les gens qui ne maîtrisent même pas le français? Ou bien quelqu'un qui n'utilise pas du tout l'outil informatique. Donc encore une fois, je vous souhaite une bonne année universitaire. J'espère un jour je reviendrai vous voir étant médecin spécialiste. Et pourquoi pas un jour professeur en médecine. Je vous remercie.